Jonas Ruskus, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je suis très honorée que vous m'accordiez cette interview. Je vais commencer par énoncer qui vous êtes. Alors, je prends un petit peu mon élan. Vous êtes expert et vice-président du Comité des droits des personnes handicapées aux Nations Unies. Vous êtes également professeur à l'université Vytautas Magnus en Lituanie. Et dans une vie antérieure, vous avez été éducateur spécialisé de formation. Et pendant 4 ans, vous avez habité dans la communauté de l'Arche en France, auprès d'une communauté de personnes avec déficience intellectuelle et quelques personnes autistes. C'est ce qui explique un peu votre excellent français et votre connaissance de la situation en France. Alors, c'est en tant qu'expert auprès du Comité des droits des personnes handicapées que vous avez été amené à interpeller le gouvernement français et le secrétariat d'État aux personnes handicapées récemment. Ce serait une opportunité d'expliquer aux Français, en fait, parce que très peu de gens en France savent à quoi servent les Nations Unies en dehors des contextes de guerre. On entend parler en général des Nations Unies dans des contextes de pays, de conflits dans le monde, ou bien lorsque des pays problématiques comme le Pakistan, l'Iran sont rappelés pour les droits humains. Mais vous travaillez en permanence pour les droits des personnes ce qui vous amène à interpeller les grandes démocraties européennes, dont la France, sur ces sujets. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à se targuer d'être le pays des droits de l'homme. Et on le sait dans le milieu de l'autisme que ces droits ne sont pas ou très mal appliqués sur le terrain. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu quel est votre rôle et dans quel contexte vous avez été amené à intervenir auprès du gouvernement récemment? Depuis 2014, je suis élu par l'Assemblée générale de l'ONU au titre d'expert indépendant d'un des 10 organes de traité de l'ONU, des traités qui ont été créés en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme et qui en fait sont les comités d'experts indépendants qui surveillent l'application des principaux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Et je suis le membre du comité pour les droits des personnes handicapées, comme la Convention des droits des personnes handicapées est la plus jeune. Parmi d'autres organes de traité, aussi, et les traités elles-mêmes, il est important de dire que la Convention des droits des personnes handicapées a été construite et finalement adaptée en 2006 après une longue lutte des personnes handicapées au niveau global. Les représentants des organisations des personnes handicapées du monde entier ont participé très activement dans le processus de rédaction ensemble avec les représentants des différents pays de l'ONU. Donc, la France a ratifié cette Convention des droits des personnes handicapées et votre rôle, c'est aussi de vérifier l'application de cette convention sur le terrain. Comment est-ce que ça se passe, en fait? Oui, c'est vrai que quand les pays ratifient la Convention, c'est-à-dire ils s'engagent à appliquer cette Convention, de mettre en œuvre dans leur pays, respectivement changer les lois, changer les politiques, changer les pratiques dans leur pays. Ce qui définit la Convention, quel message principal est celle de la Convention, c'est-à-dire que la Convention établit le modèle du handicap qui est basé sur les droits de l'homme. C'est-à-dire, en ratifiant la Convention, les États parties de la Convention s'engagent à changer leurs lois, leurs politiques, leurs pratiques, avec le but que les personnes avec un handicap ne soient plus considérées comme objets de pitié, comme objets de charité, de réparation, comme j'avais dit, y compris la réparation, je pourrais dire médicale, mais soient perçues comme les sujets de tous les droits humains. Concrètement, comment est-ce que vous faites pour vérifier l'application de cette convention sur le terrain? Quand le pays devient l'État partie de la Convention, il s'engage tous les 5 ans à présenter les rapports au comité de la Convention, les rapports sur quelles mesures l'État partie a pris pour appliquer la Convention dans tous les niveaux de vie. Je parle du niveau politique, dans tous les niveaux de vie, concernant toutes les personnes avec un handicap. Donc, tous les 5 ans, le comité présente le rapport et le comité fait l'examen de ce rapport, fait l'examen comment la Convention a été appliquée sur le terrain. Vous savez, il y a plus que 180 membres États parties de la Convention, donc on n'arrive pas à faire tous les 5 ans.
Et la France a été examinée seulement en 2021. Et c'est vrai que c'était la première fois, c'est le rapport, ce qu'on appelle le rapport initial. Donc l'État s'engage à faire le rapport, présenter le rapport par écrit. Aussi, on rencontre le gouvernement, le comité, on est 18 experts indépendants. On rencontre le gouvernement et on lui pose des questions. On demande le gouvernement pour préciser quelles mesures ont été prises, mais aussi à la fois nous recevons les rapports dits alternatifs, c'est-à-dire présentés par les associations nationales qui représentent les personnes avec un handicap. Nous recevons aussi les rapports des commissions nationales sur les droits de l'homme, ainsi le défenseur des droits de l'homme du Conseil national sur les questions nous avons par exemple en France de la France nous avons reçu le rapport aussi alternatif sur l'application de la convention du Conseil national sur les questions des personnes handicapées, aussi d'autres organes des traités de l'ONU. Alors, c'est-à-dire on reçoit multiples. Vous avez d'autres sons de cloche. Oui. Et aussi en formation critique, on rencontre les représentants des associations des personnes avec un handicap et on entend l'information non seulement qui est fournie par le gouvernement, mais on entend beaucoup on a beaucoup de dialogues en formation de terrain. Très bien. Qu'avez-vous pensé de la réponse qui vous a été fournie par Madame la ministre Sophie Cluzel et son équipe par rapport aux réserves et aux préoccupations qui ont été soulevées par le comité sur le peu de progrès accomplis et la lenteur du processus et les blocages qui restent, après on rentrera dans les détails de ces blocages, mais qui restent extrêmement prégnants. Nous, je veux dire que nous, de l'intérieur en France, nous avons été profondément choqués par ces réponses qui vous ont été faites. Comment est-ce que vous les avez perçues, vous? Oui, c'est vrai qu'on a entendu Madame Cluzel qui, dans son mot d'introduction, elle a dit beaucoup de belles choses sur les libertés, sur les possibilités qu'ont les personnes handicapées en France. Mais c'est vrai que, et aussi les représentants, c'est pas seulement Madame Sophie Cluzel, mais aussi les représentants du gouvernement qui participaient, qui répondaient principalement. Mais c'est vrai que c'est le gouvernement qui est responsable de tenir ses engagements. Dans les réponses fournies par le gouvernement, on n'a pas vraiment perçu que le modèle du handicap basé sur les droits de l'homme soit vraiment saisi par le gouvernement. On ne parle pas seulement de l'application, mais même qu'elle soit vraiment saisie, que c'est vrai que on a perçu qu'il y a peut-être pas beaucoup de compréhension par des réponses des représentants du gouvernement, que les réponses ne donnent pas l'impression que le gouvernement vraiment comprend le modèle basé sur les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on a vu que le gouvernement continue de croire à l'efficacité des institutions médico-sociales ou médico-éducatives ou services spécialisés qui sont spécifiquement conçus pour les personnes avec un handicap, adultes ou enfants, dans lesquels ils sont obligés à vivre sans choix, sans possibilité réelle de choisir vivre dans la communauté. C'est le modèle médical du handicap qui prédomine et qui s'applique aussi à des gens qui ont une population de personnes qui n'ont pas de problème somatique, toute la sphère du handicap invisible, au détriment d'une société inclusive. En fait, dans l'émission Le Verrou, ce qu'on met en évidence, c'est que il y a un blocage. Le blocage principal, en fait, c'est que les professionnels en France aujourd'hui sont encore majoritairement, ils ne sont pas formés aux approches éducatives, evidence-based, scientifiques de l'accompagnement du handicap, et que c'est ça qui implique la persistance d'un modèle médical, mais qui est inappliqué, qui est suranné, qui est obsolète. Les enseignants ne sont pas formés à l'accueil du handicap. Les enseignants, comme les éducateurs spécialisés, en fait, sont déformés
à une approche qui considère que si une personne, alors parce que là on est dans l'autisme, hein, une personne qui est pourvue d'un handicap, d'un trouble neurodéveloppemental, c'est quelqu'un qui a été maltraité par ses parents. Il faut donc le séparer de sa famille. On a une maltraitance institutionnelle phénoménale, des séparations d'enfants de leurs parents pour les mettre dans des institutions, pour les mettre sous main de justice. Et avec toute une démarche complètement exclusive en fait. Et ce modèle-là, soit le gouvernement ne l'a pas pris en compte, je pense qu'ils sont parfaitement informés de ce qui se passe aujourd'hui, soit ils ne veulent pas s'opposer à la situation. Et on a mis en évidence ce verrou qui, la problématique de formation, elle a des répercussions en cascade en fait dans toutes les strates de la structure française en France. Votre rapport ne mentionne pas le terme de psychanalyse parce que c'est ça le problème, hein. Il n'y a pas déterminé de termes de psychanalyse. Il se trouve que chez nous, c'est vraiment c'est un modèle théorique et pratique qui reste ultra dominant. Il a perdu de son influence, mais malheureusement, il reste ultra dominant. Et c'est en vertu de ce modèle théorique et pratique, qui est mis en pratique, que les enfants sont séparés de leurs parents, qu'il n'y a pas de volonté éducative, il n'y a pas d'ambition éducative, il n'y a pas d'ambition inclusive, en fait, auprès des enfants. C'est pas seulement le problème de l'approche psychanalytique, il y a tout un système qui est autour, parce que ce qu'on a vu dans le comité, ce qu'on a observé, que la France, après la ratification de la Convention, n'a pas pris de mesures pour aligner les lois, les politiques, les pratiques avec la Convention. Il n'était pas saisi vraiment par le gouvernement et dans tous les niveaux. Vous savez, j'ai expérience aussi, j'ai participé dans quelques colloques, y compris le colloque organisé par le défenseur des droits de l'homme de France. Et j'ai vu très fort que même les experts dans le champ continuent de promouvoir le modèle médical, une vision paternaliste du handicap. Et même dans les niveaux juridiques, j'ai entendu même les professeurs des droits de l'homme qui continuent de promouvoir cette approche médicale, paternaliste, qui est axée sur la prévention du handicap, sur le traitement médical des inadaptés, des incapacités, y compris l'autisme. Et même, on considère que la psychanalyse, c'est la partie du système, de tout le système. Oui, elle sert de parapluie. Elle sert de parapluie pour maintenir un système existant, effectivement. Et c'est une prime à la médiocrité aussi, parce que de lors que vous ne vous engagez pas dans une démarche psychoéducative active, avec une recherche de résultats pour aider les personnes à s'inclure, c'est la prime à ne rien faire, en fait, à maintenir une situation en l'état. Ce qui est fondamental pour la France, nous avons dit ça dans nos observations, c'est la loi 2005, l'article 1, qui engage le gouvernement à consulter les organisations et les associations, mais y compris les associations des gestionnaires des institutions. Et j'ai vu aussi dans la participation en France que les associations de gestionnaires des institutions, en fait, dominent. Il prend la parole pour la personne handicapée. Et c'est vrai que quand Mme Cluzel, elle a dit dans la rencontre avec le comité que la France, le budget de France pour les personnes handicapées est un des plus grands en Europe, allocations pour les questions des personnes avec un handicap sont un des plus grands, troisième place dans l'Europe, quelque chose comme ça. Mais là, on comprend et on perçoit que tout cet argent va dans les institutions pour soutenir, pour entretenir les institutions. Les investissements sont faits dans les approches, dans les visions, modèles de handicap médical. Et c'est vrai que là, c'est une des majeures recommandations du comité est consulter avec les associations des personnes avec un handicap et pas seulement, c'est-à-dire les inclure pleinement dans les prises de décision et aussi, mais pour ça il faut changer les lois aussi. Oui, alors on a un problème en France parce que ça va pas aller comme ça. C'est pas les questions de bonne volonté, c'est la question. La spécialité française, c'est d'empiler des lois et de ne pas les respecter sur le terrain. Je crois Madame Cluzel est sincère en fait dans sa démarche, mais elle est pas. Ils n'ont pas eu de volonté politique d'avoir une action coercitive en fait sur les personnes qui refusent de changer de modèle. Il y a des gens qui se sont formés
formé en tant qu'éducateur spécialisé, en tant que psychologue ou psychiatre, en tant qu'enseignant à un certain modèle médicalisant excluant du handicap. Et le problème, c'est que les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé qui ont été mises en 2012 pour l'autisme ne sont toujours pas opposables. Donc, elles sont considérées comme des références, comme un modèle qui a permis aux personnes qui étaient proactives de changer de pratique et d'évoluer dans le bon sens. Mais les personnes qui refusent de s'y adapter, en fait, de se former correctement et d'appliquer les bonnes pratiques, ne sont pas obligées de le faire. Et c'est ça qui reste un verrou majeur, parce que ces personnes qui refusent de se conformer aux bonnes pratiques scientifiques, evidence-based, sont toujours en place et en plus sont dans des positions où ils ont une influence sur des jeunes qui sont formés. Ils continuent à déformer des jeunes. Et donc les générations de personnes mal formées se renouvellent en fait dans le milieu du handicap. Et il n'y a pas de volonté politique de faire en sorte que ça change, de s'opposer à des personnes pour que les choses évoluent. Donc je voulais vous poser la question, j'imagine que d'autres pays d'Europe ont été confrontés à des problèmes similaires. Avez-vous, vous, une possibilité d'action, on va dire un levier d'action plus sur la France? Ou est-ce que ce sont des recommandations, en gros vous les grondez et puis on attend que les choses passent et que les choses évoluent? Est-ce qu'on a moyen d'agir, de faire autre chose pour qu'on arrête la langue de bois, en fait? Il y a en fait 2 ou 3 questions là. Oui, il y a 3 questions en une. À propos de l'approche psychanalytique, c'est vrai que j'étais un peu perturbé voir le film Mûr et le verrou aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas rencontré dans d'autres pays, on n'avait jamais vu cette approche dans d'autres pays. Et je vois l'approche psychanalytique, ce qu'on voit, comment on voit, il est présenté dans les 2 films. Ils sont vraiment très, très archaïques, plus qu'archaïques, qui nient très gravement les droits des personnes avec un handicap et bloquent très gravement la réalisation des droits et des vies des personnes sur la base d'égalité avec tout le monde. C'est complètement bloqué par cette approche. Pour les enfants, c'est la vie d'adulte indépendante dans la communauté est bloquée aussi. Ça l'enferme. Personne n'est enfermé dans la vision clinique comme quelque chose d'effrayant à réparer, mais avec très peu de chances de réparation, de normalisation. C'est vrai, c'est complètement discriminatoire et ça doit... Donc, ça, en France, je pense, une démarche doit être faite, très clairement dite que cette approche est discriminatoire par rapport à des personnes avec un handicap. Et au lieu d'aider les parents, au lieu d'aider les professionnels, au lieu d'aider la communauté à démolir les barrières et créer des aménagements, arrangements nécessaires pour l'inclusion des personnes avec un handicap, autistes particulièrement, dans leur communauté, on continue, je dirais, autosatisfaction intellectuelle, professionnelle, mais pas au service des personnes. Mais je crois qu'il y a quelque chose à reconsidérer profondément dans la communauté des psychanalytiques sur l'objectif de leur mission d'intervention professionnelle. Mais par rapport au suivi, quels moyens qu'ont les Nations Unies par rapport à l'État, c'est vrai que les États sont autonomes et indépendants malgré leurs obligations internationales et les organes de traité n'ont aucune autre qu'on appelle soft power ou puissance douce, si je pourrais dire, c'est-à-dire qu'on a, à travers les instruments législatifs internationaux sur les recommandations fournies par un organisme de traiter leurs obligations, nous pouvons agir, nous pouvons rappeler les engagements, les obligations que l'État a prises. Il faut voir que les recommandations sont officielles. Ils seront révisés dans une certaine période. Mais je crois que la réputation internationale du pays est en question très fortement là. Mais je regarderai plus positivement. Je crois que les recommandations que nous fournissons pour le pays, y compris les préoccupations qui sont exprimées par le comité, sont en fait une sorte d'aide, une feuille de route au gouvernement de l'État parti pour réviser les politiques et pratiques existantes et faire leurs réformes fondamentales. Et ce sont je crois, sont les mesures d'aide, surtout d'aide pour les personnes avec un handicap, avec l'objectif de leur égalité, inclusion sociale et autonomie personnelle. Et le gouvernement est responsable pour ces engagements
Et tant qu'au au niveau engagement international, tant qu'engagement auprès de ses citoyens. Mais en fait, je crois l'effet le plus important de ce processus de l'examen et aussi ce de recommandation et la prise de conscience par les personnes avec un handicap elles-mêmes sur leurs droits, sur leur connaissance et leur obligation de leur gouvernement de mettre fin à des lois et des politiques, des pratiques discriminatoires. J'ai rencontré des gens en France qui ne savaient rien du tout sur le droit de recevoir aide pour inclusion sociale et pour les vies autonomes dans la communauté. Alors, donc, je crois que les associations des personnes avec un handicap pour le lutte vivre sur la base d'égalité avec les autres, pour le lutte pour recevoir aide pour leur vie autonome. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission Le Verrou ? À la fois, c'est un peu triste d'entendre, mais d'entendre sur les expériences que les familles ont obligé à vivre, c'est-à-dire à recevoir ce rejet par les professionnels dont leur mission est aider les personnes, aider les gens, aider à vivre dans la communauté avec les autres, à pied légal avec les autres. Et là, les expériences sont plus que tristes. Et à la fois, j'entends qu'il y a une forte prise de conscience que, quel que soit son handicap, chaque personne a les droits humains. Si on regarde sous l'angle de la Convention des personnes handicapées, donc on voit le droit de vivre sur le pied égal, à l'égalité avec tout le monde, dans la communauté, être inclus, d'être pour les enfants, aller à l'école avec tout le monde et pas être dans les classes séparées ou dans les centres spécialisés. Je crois qu'il y a une forte prise de conscience et je crois que la mission, le verrou, il va aider à prendre cette conscience aussi pour les autres. Et qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui, vu le constat, vu la réponse qui vous a été donnée par le gouvernement par rapport aux recommandations du Comité des droits des personnes handicapées? Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller de faire pour faire évoluer les choses? Parce qu'en fait, on est un peu dans une impasse. À la fois, votre action sert de guide et il y a eu des évolutions importantes qui sont soulignées dans l'émission depuis ces quelques années. Mais les personnes qui font un blocage, qui ont une vision absolument excluante du handicap, sont toujours en place, ont toujours du pouvoir et ont toujours la possibilité de continuer à maltraiter des enfants et des adultes et à former des jeunes à maltraiter des enfants et des adultes. Donc en fait, on a à la fois une évolution dans le bon sens, globale. Les personnes qui veulent se former, évoluer, peuvent le faire aujourd'hui, ont des directives qui vont dans le bon sens. Mais les verrous sont toujours en place. Et pour l'instant, la langue de bois masque le fait que ces verrous sont toujours en place. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change ? Oui, il y a beaucoup de verrous systémiques. C'est ça? Je crois que la vie associative, les associations représentant les droits des personnes avec un handicap doivent être très actives. J'espère beaucoup que nos observations vont leur aider. Et aussi, surtout, c'est très important, participer activement dans les politiques, dans les consultations avec le gouvernement. Aussi faire, disons, une pression auprès du gouvernement, initier les consultations s'il n'y en a pas. Aussi, travailler avec les députés, avec l'Assemblée générale et les autres pour changer les lois, parce que déjà, les choses discriminatoires sont dans les lois. Et un des verrous les plus principaux, ce que je vous avais dit, c'est l'article 1 de la loi de 2005. Il faut réviser très fortement la loi 2005, qui, même qu'il y a des belles paroles sur l'égalité, c'est l'égalité des chances pour les personnes avec un handicap, en fait, cette loi, elle contient beaucoup de choses qui empêchent systématiquement. Pour moi, c'est un verrou, un des plus principaux en France. Avant qu'on travaille sur le rapport de France, on a vu tellement méconnaissance par rapport à leurs droits, par les personnes avec un handicap, par leur méconnaissance sur leurs droits. Même après notre examen, il y a eu des élections de la part de certaines associations de personnes avec un handicap initiées par les institutions contre les recommandations, contre leurs droits à vivre dans la communauté à pied égal avec tout le monde, contre leur droit de vivre, de recevoir aide, de recevoir accompagnement pour vivre d'une manière autonome dans la communauté. Donc, c'est la pression auprès du gouvernement, parce que c'est l'engagement officiel
du pays. C'est le pays, la France, c'est l'État partie du traité international. Aussi, le niveau juridique. Le niveau judiciaire qui est très, très impliqué dans ça, parce que nous voyons en France à peu près 700 000 personnes sont déprivées sur leur capacité juridique et sous tutelle, et c'est quelque chose aussi très, très grave. Le nombre est trop important, c'est incroyable. Donc, il y a des choses, ou même, par exemple, le traitement sans consentement. C'est aussi quelque chose de fondamental, les verrous fondamentaux, qui a à détruire ou démolir au niveau systématique, au niveau de régulation, au niveau de... Les placements abusifs d'enfants handicapés. Votre comité gère un certain nombre de pays. Il y a la France, il y a la Hongrie, il y a un certain nombre de pays. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel niveau est la France par rapport au respect des droits handicapés, par rapport à les voisins dans le comité que vous gérez? Il est difficile à comparer. Il y a des pays qui sont plus avancés, plus progressifs. Il y a d'autres pays qui sont moins progressifs. Mais comme voilà, j'ai entendu dans l'émission Olivier parler de l'exemple d'Italie, il y a des pays qui sont très progressifs dans certains domaines et d'autres pays beaucoup moins. Donc, c'est vrai, il n'y a pas d'un pays idéal. Je conseillerais de ne pas vraiment regarder d'autres pays comme idéal. Est-ce qu'on peut dire quand même globalement que l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande sont beaucoup plus avancés que nous? J'étais aussi rapporteur pour le rapport de l'Espagne. Et je crois qu'en Espagne, il y a des choses merveilleuses. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont un très fort mouvement associatif. Et puis, les associations sont unies dans ce qu'on appelle CERMI. Il y a un réseau très fort et ils ont créé un observatoire sur comment les droits des personnes avec un handicap, comment la convention est appliquée, mise en pratique en Espagne. Alors, c'est grâce à des mouvements très, très forts associatifs. Et aussi, on voit en Espagne des mouvements très forts au niveau juridique. Ils arrivent à enlever dans des choses très discriminatoires ce que la France est là, que je parlais sur la tutelle et les autres. Ils ont fait en Espagne un très bon chemin. Mais à la fois, ils ont autre problème aussi. Quand on vient à des personnes, avec des femmes avec un handicap, sur la discrimination, sur la violence contre les femmes avec un handicap, violence contre les personnes avec un handicap psychosocial. Donc, il y a des choses, des verrous aussi très forts. Donc, chaque pays a des verrous très forts, mais à la fois, on peut apercevoir dans certains pays, il y a de bonnes pratiques dans chaque pays. C'est que, par exemple, c'est intéressant, la France, quand j'ai commencé à lire les rapports sur la France, que la France, elle a des stratégies nationales sur l'autisme, mais en fait, il y a très peu de pays qui ont les stratégies nationales sur l'autisme, mais quand on va plus loin, on souligne les choses positives dans chaque pays. Mais je comprends que ces stratégies, ils peuvent aussi être basées sur le modèle médical. Et pas seulement sur le modèle des droits. Mais le fait que, comme Mme Cluzel l'avait dit, il y a des budgets qui sont très, très importants pour les personnes handicapées, mais en fait, ce qu'on a vu n'est pas nécessairement pour leur inclusion sociale. Non, c'est pour les institutions, pour le fonctionnement des institutions. Avec toujours le penser qu'une institution doit être dans 4 murs. C'est 4 murs et pas externalisé. Je voudrais donner une recommandation en plus pour la France en général. La Convention et le protocole facultatif. Elle est complètement méconnue en France. C'est le traité qui est signé par le gouvernement français. C'est-à-dire que les Français peuvent faire une plainte individuelle. Quand tous les moyens nationaux sont épuisés, et je suis au comité maintenant depuis 7 ans, j'ai vu aucune plainte de France. Et pour moi, je trouve ce symptôme très important et grave, que c'est dit que cette possibilité de faire plainte au comité au niveau individuel
Elle est complètement méconnue pour les gens avec un handicap, mais aussi pour les avocats, pour les autres. Et ça, ce qu'on voit dans les pays, les choses commencent à changer quand on a les cas comme ça qui viennent dans le cours, par exemple, des droits de l'homme européen ou aussi les nations. On crée de nouveaux précédents. Et nous, dans le comité de l'ONU, nous avons la possibilité d'aider les pays à créer des précédents sur l'application des précédents juridiques, sur l'application de la Convention. Et ça, ces précédents peuvent aider à créer des choses systématiques et pas seulement au niveau individuel. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous.